Bienvenue dans le dernier vers. Aujourd'hui, une nouvelle littéraire de Maupassant. Une aventure parisienne. Est-il un sentiment plus aigu que la curiosité chez la femme ? Oh, savoir, connaître, toucher ce qu'on a rêvé. Que ne ferait-elle pas pour cela ? Une femme, quand sa curiosité impatiente est en éveil, commettra toutes les folies, toutes les imprudences, aura toutes les audaces, ne reculera devant rien. Je parle des femmes, vraiment femmes, douées de cet esprit à triple fond, qui semble à la surface raisonnable et froid, mais dont les trois compartiments secrets sont remplis, l'un d'inquiétude féminine toujours agitée, l'autre de ruse colorée en bonne foi. De cette ruse de dévot, sophistique et redoutable, le dernier enfin, de canaillerie charmante, de tromperie esquise, de délicieuse perfidie, de toutes ces perverses qualités qui poussent au suicide les amants imbécilement crédules, mais ravissent les autres. Celle dont je veux dire l'aventure était une petite provençale, platement honnête jusque-là. Sa vie, calme en apparence, s'écoulait dans son ménage, entre un mari très occupé et 2 enfants, qu'elle élevait en femme irréprochable. Mais son cœur frémissait d'une curiosité inassouvie, d'une démangeaison d'inconnus. Elle songeait à Paris, sans cesse, et lisait avidement les journaux mondains. Le récit des fêtes, des toilettes, des joies, faisait bouillonner ses désirs. Mais elle était surtout mystérieusement troublée par les échos pleins de sous-entendus, par les voiles à demi soulevées en des phrases habiles, et qui laissent entrevoir les horizons de jouissances coupables et ravageantes. De là-bas, elle apercevait Paris dans une apothéose de luxe magnifique et corrompu. Et pendant de longues nuits de rêve, bercée par le ronflement régulier de son mari qui dormait à ses côtés sur le dos, avec un foulard autour du crâne, elle songeait à ces hommes connus, dont les noms apparaissaient à la première page des journaux comme de grandes étoiles dans un ciel sombre. Et elle se figurait leur vie affolante, avec de continuelles débauches, des orgies antiques, épouvantablement voluptueuses, et des raffinements de sensualité si compliqués qu'elle ne pouvait même pas se les figurer. Les boulevards lui semblaient être une sorte de gouffre des passions humaines, et toute leur maison recèlerait assurément des mystères d'amour prodigieux. Elle se sentait vieillir cependant. Elle vieillissait sans avoir rien connu de la vie, sinon ses occupations régulières, odieusement monotones et banales qui constituent, dit-on, le bonheur du foyer. Elle était jolie encore, conservée dans cette existence tranquille comme un fruit d'hiver dans une armoire close. Mais rongée, ravagée, bouleversée d'ardeurs secrètes. Elle se demandait si elle mourrait sans avoir connu toutes ces ivresses damnantes, sans s'être jetée une seule fois tout entière, dans ce flot des voluptés parisiennes. Avec une longue persévérance, elle prépara un voyage à Paris, inventa un prétexte, se fit inviter par des parents, et son mari, ne pouvant l'accompagner, partit seul. Sitôt arrivée, elle sut imaginer des raisons qui lui permettraient au besoin de s'absenter de jour, ou plutôt de nuit s'il le fallait, ayant retrouvé, disait-elle, des amis qui demeuraient dans la campagne suburbaine. Et elle chercha. Elle parcourut les boulevards sans rien voir, sinon le vice errant et numéroté. Elle sonda de l'œil les grands cafés, lut attentivement la petite correspondance du Figaro, qui lui apparaissait chaque matin comme un tocsin, un rappel de l'amour. Et jamais rien ne la mettait sur la trace de ces grandes orgies d'artistes et d'actrices. Rien ne lui révélait les temples de ces débauches qu'elle imaginait fermés par un mot magique, comme la caverne des 1001 nuits, et ces catacombes de Rome où s'accomplissaient secrètement les mystères d'une religion persécutée.
Ses parents, petits bourgeois, ne pouvaient lui faire connaître aucun de ces hommes en vue, dont les noms bourdonnaient dans sa tête. Et désespérée, elle songeait à s'en retourner, quand le hasard vint à son aide. Un jour, comme elle descendait la rue de la Chaussée-d'Antin, elle s'arrêta à contempler un magasin rempli de ces bibelots japonais, si colorés qu'ils donnent aux yeux une sorte de gaieté. Elle considérait les mignons ivoires bouffons, les grandes potiches aux émaux flambants, les bronzes bizarres. Quand elle entendit à l'intérieur de la boutique le patron qui, avec force révérence, montrait à un gros petit homme chauve de crâne et gris de menton un énorme magot ventru, pièce unique, disait-il. Et à chaque phrase du marchand, le nom de l'amateur, un nom célèbre sonnait comme un appel de clairon. Les autres clients, des jeunes femmes, des messieurs élégants, contemplaient d'un coup d'œil furtif et rapide, d'un coup d'œil comme il faut et manifestement respectueux, l'écrivain renommé, qui lui regardait passionnément le magot de porcelaine. Ils étaient aussi laids l'un que l'autre, laids comme deux frères sortis du même flanc. Le marchand disait : « Pour vous, monsieur Jean Varin, je le laisserai à 1000 francs. C'est juste ce qu'il me coûte. Pour tout le monde, ce serait 1500 francs. Mais je tiens à ma clientèle d'artistes, et je lui fais des prix spéciaux. Ils viennent tous chez moi, monsieur Jean Varin. Hier, monsieur Busnache m'a acheté une grande coupe ancienne. J'ai vendu l'autre jour 2 flambeaux comme ça à monsieur Alexandre Dumas. Tenez cette pièce que vous tenez là. Si monsieur Zola la voyait, elle serait vendue, monsieur Varin. » L'écrivain, très perplexe, hésitait. Sollicité par l'objet mais songeant à la somme, il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert. Elle était entrée tremblante, l'œil fixé, effrontément sur lui, et elle ne se demandait même pas s'il était beau, élégant ou jeune. C'était Jean Varin, lui-même, Jean Varin. Après un long combat, une douloureuse hésitation, il reposa la potiche sur une table. « Non, c'est trop cher, dit-il. » Le marchand redoublait d'éloquence. « Oh, monsieur Jean Varin, trop cher! Cela vaut 2000 francs comme un sou. » L'homme de lettres répliqua tristement en regardant toujours le bonhomme aux yeux d'émail. « Je ne dis pas non, mais c'est trop cher pour moi. » Alors, elle, saisie d'une audace affolée, s'avança. « Pour moi, dit-elle, combien ce bonhomme ?» Le marchand, surpris, répliqua. « 1500 francs, madame. »« Je le prends. » L'écrivain, qui jusque-là ne l'avait même pas aperçu, se retourna brusquement. Et il la regarda des pieds à la tête en observateur, l'œil un peu fermé. Puis en connaisseur, il la détailla. Elle était charmante, animée, éclairée soudain par cette flamme qui jusque-là dormait en elle. Et puis une femme qui achète un bibelot de 1500 francs n'est pas la première venue. Elle eut alors un mouvement de ravissante délicatesse, et se tournant vers lui, la voix tremblante, « Pardon, monsieur, j'ai été sans doute un peu vive. Vous n'aviez peut-être pas dit votre dernier mot. » Il s'inclina. « Je l'avais dit, madame. » Mais elle, tout émue, « Enfin, monsieur, aujourd'hui ou plus tard, s'il vous convient de changer d'avis, ce bibelot est à vous. Je ne l'ai acheté que parce qu'il vous avait plu. » Il sourit visiblement flatté. « Comment donc me connaissiez-vous » dit-il. Alors elle lui parla de son admiration, lui cita ses œuvres, fut éloquente. Pour causer, il s'était accoudé à un meuble, et plongeant en elle ses yeux aigus, il cherchait à la deviner. Quelquefois le marchand, heureux de posséder cette réclame vivante, de nouveaux clients étant rentrés, criait à l'autre bout du magasin. « Tenez, regardez ça, monsieur Jean Varin, est-ce beau ?» Alors toutes les têtes se levaient, et elle frissonnait de plaisir à être vue ainsi causant intimement avec un illustre. Grisée enfin, elle eut une audace suprême, comme les généraux qui vont donner l'assaut. « Monsieur, dit-elle, faites-moi un très grand plaisir. Permettez-moi de vous offrir ce magot comme souvenir d'une femme qui vous admire passionnément et que vous aurez vue 10 minutes. » Il refusa. Elle insistait. Il résista très amusé, riant de grand cœur. Elle, obstinée, lui dit
Eh bien, je vais le porter chez vous tout de suite. Où demeurez-vous » Il refusa de donner son adresse, mais elle, l'ayant demandé au marchand, la connut. Et son acquisition payée, elle se sauva vers un fiacre. L'écrivain courut pour la rattraper, ne voulant point s'exposer à recevoir un cadeau qu'il ne saurait à qui rapporter. Il la joignit quand elle sautait en voiture, et il s'élança, tomba presque sur elle, culbuté par le fiacre qui se mettait en route. Puis il s'assit à son côté, fort ennuyé. Il eut beau prier, insister, elle se montra intraitable. Comme ils arrivaient devant la porte, elle posa ses conditions. « Je consentirai, dit-elle, à ne point vous laisser cela, si vous accomplissez aujourd'hui toutes mes volontés. » La chose lui parut si drôle qu'il accepta. Elle demanda « Que faites-vous ordinairement à cette heure-ci » Après un peu d'hésitation, « Je me promène, dit-il. » Alors d'une voix résolue, elle ordonna « Au bois !» Ils partirent. Il fallut qu'il lui nommât toutes les femmes connues, surtout les impures, avec des détails intimes sur elles, leur vie, leurs habitudes, leur intérieur, leurs vices. Le soir tomba. « Que faites-vous tous les jours à cette heure » dit-elle. Il répondit en riant « Je prends l'absinthe. » Alors gravement, elle ajouta « Alors, monsieur, allons prendre l'absinthe. » Ils entrèrent dans un grand café du boulevard qu'il fréquentait, et où il rencontra des confrères. Il les lui présenta tous. Elle était folle de joie. Et ce mot sonnait sans répit dans sa tête. Enfin, enfin. Le temps passait. Elle demanda « Est-ce l'heure de votre dîner ?» Il répondit « Oui, madame. » Alors, monsieur, allons dîner. En sortant du café Bignon, « Le soir, que faites-vous » dit-elle. Il la regarda fixement. « Cela dépend. Quelquefois, je vais au théâtre. » « Eh bien, monsieur, allons au théâtre. » Ils entrèrent au vaudeville. Par faveur, grâce à lui, et gloire suprême, elle fut vue par toute la salle à son côté, assise au fauteuil du balcon. La représentation finie, il lui baisa galamment la main. « Il me reste, madame, à vous remercier de la journée délicieuse. » Elle l'interrompit. « À cette heure-ci, que faites-vous toutes les nuits ?»« Mais, je rentre chez moi. » Elle se mit à rire, d'un rire tremblant. « Eh bien, monsieur, allons chez vous. » Et ils ne parlèrent plus. Elle frissonnait par instants, toute secouée des pieds à la tête, ayant des envies de fuir et des envies de rester, avec tout au fond du cœur une bien ferme volonté d'aller jusqu'au bout. Dans l'escalier, elle se cramponnait à la rampe, tant son témoin devenait vive. Et il montait devant, essoufflé, une allumette bougie à la main. Dès qu'elle fut dans la chambre, elle se déshabilla bien vite et se glissa dans le lit sans prononcer une parole. Et elle attendit blottie contre le mur. Mais elle était simple, comme peut l'être l'épouse légitime d'un notaire de province, et lui plus exigeant qu'un pacha à trois queues. Ils ne se comprirent pas du tout. Alors il s'endormit. La nuit s'écoula, troublée seulement par le tic-tac de la pendule, et elle, immobile, songeait aux nuits conjugales, et sous les rayons jaunes d'une lanterne chinoise, elle regardait, navrée à son côté, ce petit homme sur le dos, tout rond, dont le ventre en boule soulevait le drap comme un ballon gonflé de gaz. Il ronflait avec un bruit de tuyaux d'orgue, des renaclements prolongés, des étranglements comiques. Ses 20 cheveux profitaient de son repos pour se rebrousser étrangement, fatigués de leur longue station fixe sur ce crâne nu dont il devait voiler les ravages. Et un filet de salive coulait d'un coin de sa bouche entr'ouverte. L'aurore, enfin, glissa un peu de jour dans les rideaux fermés. Elle se leva, s'habilla sans bruit, et déjà elle avait ouvert à moitié la porte quand elle fit grincer la serrure, et il s'éveilla en se frottant les yeux. Il demeura quelques secondes avant de reprendre entièrement ses sens. Puis, quand toute l'aventure lui fit revenu, il demanda « Eh bien, vous partez ?» Elle restait debout, confuse. Elle balbutia « Mais oui, voici le matin. » Il se mit sur son séant.
« Voyons, dit-il, à mon tour j'ai quelque chose à vous demander. » Elle ne répondait pas. Il reprit. « Vous m'avez bigrement étonné depuis hier. Soyez franche, avouez-moi pourquoi vous avez fait tout ça, car je n'y comprends rien. » Elle se rapprocha doucement, rougissante comme une vierge. « J'ai voulu connaître le vice. Eh bien, ce n'est pas drôle. » Et elle se sauva, descendit l'escalier et se jeta dans la rue. L'armée des balayeurs balayait. Ils balayaient les trottoirs, les pavés, poussant toutes les ordures au ruisseau. Du même mouvement régulier, d'un mouvement de faucheurs dans les prairies. Ils repoussaient les boues en demi-cercle devant eux, et de rue en rue. Elle les retrouvait comme des pantins montés, marchant automatiquement avec un ressort pareil. Et il lui semblait qu'en elle aussi on venait de balayer quelque chose, de pousser au ruisseau, à l'égout, ses rêves surexcités. Elle rentra essoufflée, glacée, gardant seulement dans sa tête la sensation de ce mouvement des balais nettoyant Paris au matin. Et dès qu'elle fut dans sa chambre, elle sanglota.